Ok. Euh, Encore une fois de plus, je vous salue. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Voilà, moi, c'est Jared Mango. Je suis médecin assistant interne aux cliniques universitaires de Kinshasa. Je travaille également à la clinique Marie-Yvette, qui est un centre spécialisé dans la prise en charge de maladies digestives. Et ces centres exploitent également, en fait, un accès particulier dans la prise en charge de maladies cancéreuses intéressant les tubes digestifs. Alors, je suis également étudiant en médecine gériatrique à l'Université de Sorbonne, qui est une université qui, au jour d'aujourd'hui, elle est vraiment au centre de la gériatrie. Alors, nous sommes en train de bénéficier en fait des séances de cours pratiques. Alors, parmi les cours qui ont été dispensés, nous avons en fait la cancérologie digestive, où on a mis beaucoup plus un accent particulier sur les cancers colorectaux. C'est ainsi que je m'étais dit, je devrais en fait partager avec vous sur ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Alors, la thématique est là, donc les cancers colorectaux, quelle est la prise en charge chez les personnes âgées? Et je signale que la personne qui nous a en fait encadré tout au long de cette année, c'est le docteur Anamal Chebib. Elle est oncologue à l'hôpital Charles Foix. En effet, de point de vue épidémiologique, ce qu'il faut savoir, c'est que les cancers colorectals, bon, ici, j'aimerais préciser que je ne parlerai que les cancers coliques, donc du cancer colique et du cancer du haut, en fait, rectum. Donc, la partie basse et moyenne sont épargnées tout au long de cet exposé. Donc, je verrai beaucoup plus m'apaisantir sur la partie haute du rectum, mais j'insisterai plus sur les cancers coliques. Donc, voilà. Je disais que les cancers colorectals est l'un des cancers les plus connus et dont la mortalité est tellement élevée. Dans les années 1995, en France, les études ont prouvé que les cancers colorectals chez l'homme occupent en fait la troisième place après les cancers du poumon et de la prostate. On dit que chez la femme, les cancers colorectals occupent par contre la deuxième place après les cancers des seins. Vous comprenez que avec tous les types de cancers que nous avons, les cancers colorectals occupent respectivement la troisième place chez l'homme et la deuxième place chez la femme. Donc c'est vraiment un cancer qui est très fréquent et a un taux de mortalité très élevé. Alors, comme je disais, en France, les cancers colorectals représentent la première cause des cancers, tous sexes confondus. Et il a noté qu'il y a 33 500 de nouveaux cas par an, soit environ 15% en fait, des cancers sont liés au cancer colorectal. Donc, tous les nouveaux cas, environ 33 500 de nouveaux cas qui naissent en fait en France, il y a 15% de la mortalité qui est liée au cancer colorectal. Donc, vous comprenez que les cancers coliques représentent environ 65% de tous les cancers colorectaux. Alors, l'incidence de cette maladie en France en 1995, ça dépendait si vous êtes chez l'homme et la femme. Chez l'homme, en fait, l'incidence était de 62,3%. Tandis que chez la femme, il y avait une incidence à 37,4%. Et les sexes ratios homme-femme étaient à 1,7. Alors, sur cette figure, toujours dans le cadre en fait, de l'épidémiologie, vous voyez que l'évolution en fait, l'évolution de l'incidence de la mortalité du cancer colorectal dépend de l'âge. Si vous remarquez bien, à l'âge de 70 à 80 ans, vous voyez qu'il y a une courbe qui va tellement, donc des 20 à 70 ans, l'incidence chez l'homme est tellement importante, tandis que chez la femme, donc vous verrez que déjà vers 70 à 80 ans, l'incidence est moindre, donc, et la mortalité en fait liée au cancer colorectal
est moins important si nous sommes chez la femme que chez l'homme. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir signaler cet élément. Pourquoi? Parce que ce sont les hommes qui sont beaucoup touchés et c'est en rapport avec l'âge. Puisque vous avancez en âge, vous avez plus de probabilité de développer les cancers colorectaux. Alors, par rapport au taux de survie à 5 ans des cancers colorectaux, il est très important à signaler que les cancers du côlon, donc beaucoup plus chez l'homme, a un taux de survie de 40-46%. Par contre, chez la femme, vous voyez, les cancers du rectum n'occupent que 35 à 40%. Donc, par là, vous comprenez que les cancers du côlon, tous ces composés, que ce soit chez l'homme et la femme, nous avons un taux de survie à 5 ans qui est de 46%. Mais par contre, pour les cancers du rectum, le taux de survie est de 35 à 40%. Donc, par là, on peut dire que les cancers du rectum est quand même plus gentil que les cancers du côlon, tous sexes confondus. Oui, voilà. Ici, nous sommes en train de parler des facteurs de risque liés au cancer colorectal. Il est très important à savoir que parmi les facteurs de risque qui peuvent être responsables du cancer colorectal, nous avons d'une part des lésions qu'on appelle des lésions tumorales précancéreuses. Et ça dépend du stade auquel vous vous retrouvez. Les lésions précancéreuses, ce sont des lésions qui prédisposent en fait un malade, bien une personne à développer le cancer colorectal. Il est à noter que 60 à 80% des cancers du côlon se développent à partir d'une lésion précancéreuse. Cette lésion précancéreuse peut être soit un polype ou soit un adénome. Donc, on le verra plus tard. Alors, des points de vue histologiques, il est très important à signaler que à la base, en fait, parmi des lésions les plus retrouvées, ce sont des lésions histologiques qu'on appelle tubuleuses. Donc, des lésions de nature tubuleuse qui sont beaucoup plus retrouvées d'ailleurs dans 75% des cas. Vous voyez? Et c'est ceux qui sont plus retrouvés. Mais les risques de la mortalité liés à cette lésion tubuleuse est, est tellement moins important en fait par rapport aux lésions vileuses. Les lésions vileuses représentent environ 5% des cas. Donc, ce sont des cas qui sont moins fréquents, mais les taux de mortalité liés à ces types de lésions vileuses est très, très, très important. Vous voyez? Donc, c'est très important de pouvoir différencier cet élément. À part ça, nous avons également ce qu'on appelle la morphologie. Vous voyez? Il y a la morphologie de ces lésions précancéreuses qui peut être soit sessile ou pédiculée. C'est très important parce que les risques est important en fonction de la morphologie et des lésions histologiques que vous avez. À part la morphologie, nous avons également ce qu'on appelle la taille. La taille de ces lésions précancéreuses, si elle est supérieure à 2 cm, vous avez les risques relatifs et de 20. Par contre, si la taille est inférieure à 1 cm, les risques relatifs est de 5. Oui, il y a également la notion de nombre, des nombres multiples, et puisque le nombre est important, puisque les risques relatifs est important. Il y a également la notion de dysplasie, et ici, dans la notion de dysplasie, on peut distinguer des types de lésions précancéreuses qui peuvent être soit des bas grades ou des hauts grades. Et l'image, la cette figure illustre très bien que les risques de transformation en fait de cette dysplasie à un carcinome est très important lorsque vous avez une dysplasie à haut grade. En effet, pour ce qui est des facteurs des risques, ici, cette image nous montre en fait un polype sessile qui est vu en endoscopie. Vous voyez, donc ce sont des polypes, ici c'est un polype sessile, et généralement ces polypes peut coexister, peut se retrouver chez une personne qui n'a pas de plainte particulière. Donc généralement, lorsqu'on fait des endoscopies digestives pour, par exemple, investiguer une hémorragie digestive, bien euh, une coloscopie des dépistages, on peut retrouver un polype. Et généralement, lorsque vous voyez ces polypes, on peut d'emblée
faire une résection, Mhm. hein, vous voyez, pour éviter à ce que ces polypes puissent se dégénérer. Et voilà. À part ça, nous Et vous avons avez les risques continué. cumulatifs de dégénérescence d'un polype. Je vous ai bien dit que cela dépend de la taille. Si la taille est supérieure à D, vous voyez, le risque Hein, cumulatif de dégénérescence est très important. Et ça, nous avons à 5 ans, si vous avez un polype supérieur à 1 centimètre, vous aurez un risque cumulatif de 2,5. Par contre, vous voyez, à 10 ans, à 8%, à 20 ans, à 80%. Donc, puisque vous gardez ces polypes, que ce soit sessiles ou pédiculés, vous avez plus de risques cumulatifs de faire dégénérer votre polype en un carcinome. Déjà, si vous le gardez pendant plus ou moins 20 ans, vous avez un risque cumulatif à 24%. Vous verrez plus tard quels sont les moyens qu'on peut mettre en évidence pour éviter cela. À part ça, nous avons parlé de lésions tumorales précancéreuses. Nous avons également les maladies inflammatoires des tubes digestifs. Et c'est très important de signaler que le risque est lié à l'étendue de la maladie, à l'ancienneté et également à l'âge du diagnostic. Donc, vous comprenez que ici, par rapport aux maladies inflammatoires, donc des maladies inflammatoires chroniques, bien des maladies chroniques de l'intestin grêle, on en a des. Nous avons des types. Il y a soit la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Alors, il est important à signaler que pour la rectocolite hémorragique, les risques relatifs en fait dépend si la lésion intéresse la quasi-totalité en fait de l'intestin ou une seule partie. Vous voyez? Alors, si la lésion est tellement étendue, vous voyez, dans une pancolite, les risques relatifs sera très important. Ici, c'est signalé que c'est à 14,8%. Par contre, si l'atteinte en fait du côlon est limitée, par exemple au niveau du côlon gauche, les risques relatifs sera de 20%, de 2,8%. Alors, il en est de même pour la maladie de Crohn. Si vous avez une pancolite, s'il vous plaît, veuillez désactiver vos micros. Oui, voilà, je disais, pour la maladie de Crohn, si la lésion, en fait, il y a une atteinte de plus de 3, 4 segments, le risque relatif sera de 18%. Et par contre, si vous avez une pancolite survenant à un âge inférieur à 30 ans au diagnostic, le risque relatif est très important, déjà de 50%, de 57%. S'il vous plaît, veuillez désactiver vos micros, s'il vous plaît. Conduite par le député Guy Mafouda, contient une quarantaine de recommandations parmi les priorités. Renforcer le contrôle des immigration, réviser les missions. Et voilà, je disais, en fait, ça dépend. Ici, nous sommes devant une maladie de Crohn où nous avons une atteinte de plusieurs segments du côlon. Et ici, les risques relatifs, vous avez vu, c'est à 18%. Vous voyez? Mais il y a une nuance. Si cette atteinte, bien que ça intéresse plusieurs segments du côlon et que cela survient à un âge inférieur à 30 ans du diagnostic, en fait, les risques relatifs sera très élevé de 57%. Et si le diagnostic est posé avant l'âge de 21 ans, les risques relatifs est de 20. Et si avant l'âge de 35 ans, vous voyez que les risques relatifs est de 21. Donc, par là, vous comprenez que si vous avez la possibilité de pouvoir mettre en évidence cette euh, lésion, par exemple pour la maladie de Crohn, à un âge inférieur à 30 ans, les risques sera tellement élevé, vous voyez. Donc, on donnera une autre nuance vers la fin. Et voilà. Ici, toujours en rapport avec le risque, les facteurs des risques, nous avons également le fait, les risques en rapport avec les antécédents personnels ou familiaux. Ça dépend si vous avez des antécédents de la parenté de premier degré. Vous voyez, ici, vous voyez que le risque relatif est très important si vous avez des parents atteints de cette maladie. Donc, le risque relatif est de 4%. Mais par contre, si vous avez
juste un seul parent qui est atteint de cette maladie, de ce cancer, le risque est moins important à D. Il convient également à signaler que si vous avez un antécédent personnel des cancers colorectal, le risque est similaire si vous étiez en fait en face d'un parent qui est atteint. Alors, il y a également des facteurs familiaux qu'on appelle la polypose familiale. Ici, déjà, il convient à signaler que le risque relatif est supérieur à 30%, vous voyez, à 35 ans, c'est une mutation. Et vous avez également les syndromes des Lynch, où vous avez un risque relatif supérieur à 90%. Et voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Euh, et voilà, les formes familiales, on peut avoir une polypose adénomatèse familiale. Il y a les cancers familiales sans polypose. Vous voyez, les risques dépendent si vous êtes devant une polypose adénomatèse familiale et si vous êtes en face d'un cancer en fait familial sans polype. Ici, les risques est très important. Et voilà, ici, c'est en fait les mécanismes bien qu'on appelle la thymorhiginèse colorectale. Nous passons d'un polype à un carcinome, voire à des métastases. Alors, ça, c'est un modèle génétique selon Ferrand et Vogelstein. Ce sont des scientifiques qui ont mené une étude particulière sur ça. Comme vous le voyez, fait, tout dépend d'abord ici, nous commençons par l'étape initiale, l'épithélium normal. L'épithélium normal. Si vous n'avez pas des antécédents en fait, d'un parent atteint d'un cancer colorectal, vous êtes épargné. Mais si vous avez des mutations, ça dépend en fait de l'étape. Ici, vous avez un chromosome altéré. Vous voyez, déjà, à la première étape, vous avez l'épithélium normal. Vous pouvez passer de l'épithélium normal à une hyperprolifération épithéliale. Là, jusque-là, il n'y a pas des anomalies. Mais si vous avez une mutation au niveau du gène APC-MCC, situant sur le chromosome 5, vous comprenez que l'hyperprolifération épithéliale qui peut survenir dans une situation ou d'une autre peut passer à un adénome précoce. Vous voyez, suite à une hypométhylation de l'ADN. Donc, je précise bien que l'épithélium normal peut passer à une hyperprolifération épithéliale. Et si vous êtes en phase d'une mutation du gène APC-MCC, cela passera en fait à un adénome précoce. Là, ce n'est pas encore tard. Mais si vous avez encore une mutation au niveau du gène qui RAS, se situant au niveau du chromosome 12 qui, l'adénome précoce peut passer à un adénome intermédiaire. Bien entendu, il y aura quand même l'intervention d'autres altérations génétiques qui peuvent aller plus tard. Mais ici, pour que nous arrivons à un adénome tardif ou un carcinome, il faut qu'il y ait une inactivation des gènes suppresseurs des tumeurs. Et ces gènes sont appelés, il y a MSHD et MLH1, pardon. Et ces gènes, ce sont des gènes suppresseurs. Lorsqu'ils sont mutés, eh bien, ils sont inactivés, vous voyez. Par conséquent, il y aura plus, en fait, en fait, il y aura une perte des gènes qu'on appelle DCC et des P53. Lorsque ces gènes-là sont mutés ou bien sont inactivés, vous comprenez que votre adénome intermédiaire peut passer d'un un adénome tardif, voire à un carcinome. Vous voyez, c'est très important. Mais pour passer des carcinomes à des métastases, il y a des mutations également qui intéressent le P53. Donc, P53 est inclus dans les passages en fait d'un adénome tardif à un carcinome, vous voyez, mais aussi d'un adénome intermédiaire à un adénome tardif. Et pour passer d'un carcinome à des métastases, il y a la mutation qui aura lieu au niveau du chromosome P53. Donc, la pathogénèse du cancer colorectal, c'est un processus à étapes multiples. Et on vient à dire que les altérations moléculaires surviennent au niveau de plusieurs protocongènes et gènes suppresseurs des cancers selon une certaine chronologie. Alors, tout à l'heure, nous venons de parler des facteurs de risque. Il convient de signaler qu'il y a également les facteurs protecteurs. Les facteurs protecteurs qu'on appelle la chimioprévention du cancer colorectal.
Les études ont montré que les régimes a un effet protecteur. Quand je parle du régime, nous avons beaucoup plus sur les légumes. Donc, une personne qui mange beaucoup de légumes a moins de risques de développer un cancer colorectal devant un patient ou bien une personne dont en fait, son alimentation est pauvre en légumes. Alors, il convient également à signaler que les apports tellement importants en calories et tellement néfastes, donc sont tellement néfastes dans la genèse du cancer colorectal. Oui, donc c'est très important d'éviter trop de sucre. Cela prédispose à un cancer colorectal. Alors, il y a ce qu'on appelle la chimioprévention. Il y a des vitamines. Certaines vitamines jouent un rôle antioxydant. Donc, il a été démontré que ces vitamines qui ont des effets antioxydants sont dans la plupart inefficaces pour prévenir un cancer colorectal. Alors, à part ça, il y a l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Quelques études ont montré que l'utilisation importante des anti-inflammatoires non stéroïdiens pourrait, pourrait être efficace dans la prévention des cancers colorectal, mais actuellement, ce n'est pas recommandé car les preuves sont tellement insuffisantes à cause des effets secondaires qui sont très gênants. Donc, j'ai bien dit que certaines études ont montré que l'utilisation des anti-inflammatoires pourrait avoir un effet protecteur. Mais compte tenu des effets secondaires gênants qu'entraînent en fait les anti-inflammatoires non stéroïdiens, leur utilisation est proscrite. Et voilà. Pour ce qui est du dépistage, ce qu'il faut savoir, c'est que les cancers colorectaux, comme tous les cancers, se développent de manière insidieuse. Le plus important, c'est de vous faire dépister. Et les dépistages peuvent se faire euh, en groupe, vous voyez, ou bien se faire de manière individuelle. Voilà. Pour ce qui est du dépistage des masses, il y a quelques préalables indispensables à savoir, notamment que les cancers du colorectal, c'est un cancer qui est grave et plus fréquent. L'histoire naturelle de la maladie doit être connue pour bien en fait, dépister. Donc, il convient à bien parler avec les personnes en fait, qui viendront pour ces dépistages afin de savoir leurs origines, leurs antécédents. Voyez? Alors, il y a le dépistage des masses, on utilise un test qu'on appelle Hémokill D, qui est un test très efficace et sensible, voire très spécifique. Et ce test est tellement, a une acceptabilité énorme. Vous voyez? Et ça permet de faire un diagnostic, voire de traiter la maladie le plus rapidement possible et le plus tôt possible. Vous voyez? Alors, les tests, c'est là que j'ai appelé les tests de dépistage des masses, Hémokill 2 permet également de définir de manière précise la population cible. Vous voyez? Et ces tests ont un coût moins important. Donc voilà, ici, sur cette figure, ce tableau, vous voyez que euh, il y a une étude qui a été menée en France concernant les dépistages des masses par les tests Hémokill 2. Et ces tests avaient évalué essentiellement en fait, les gens âgés de 45 à 75 ans. Vous voyez sur la dernière colonne, hein, je suis sur la dernière colonne. Hein. Après 61, 1933, il y a la tranche d'âge de 45 à 75 ans. Et puis, nous avons en bas, vous avez une tranche d'âge de 75 à 35 ans. Donc, c'est cet âge-là, c'est dans cette tranche d'âge qu'on avait évalué, en fait, en fait, on avait fait un dépistage des masses par les molécules D. Ici, vous voyez la compliance, je suis vers la fin, presque je suis vers la fin, il y a une compliance au premier examen qui est de 44%, vous voyez, pour la première étude. Pour la deuxième étude, la compliance était de 54%. Et vers la fin, vous avez une compliance à 67%. Donc, ce qui veut dire que c'est un test qui avait un succès énorme en rapport avec cette tranche d'âge. Donc, de 45 à 75 ans, ce test a des résultats escomptés par rapport à ces trois études.
Donc voilà. Alors, par rapport au dépistage des masses, il y a quand même des problèmes, non? Vous voyez, il y a des problèmes, non. Il s'agit en fait de préciser sur l'envoi procès des tests inopérants en France. Ça dépend. Il y a également la recto-sigmoïdoscopie souple, voire la coloscopie totale, ne satisfont pas aux critères d'acceptabilité et d'innocuité. Oui, donc il est très important de savoir que le dépistage du cancer colorectal est possible par ces tests que j'ai appelés l'hémoculte D, qui permet de rechercher en fait des segments occultes dans les selles dans le cadre des campagnes de dépistage de masse soumises à des conditions strictes de réalisation. Oui, donc j'aimerais qu'à travers cet exposé, que nous sachions qu'il existe en fait un test de dépistage des masses facile, avec un coût abordable, permettant à tout le monde de pouvoir savoir où en sommes-nous par rapport à l'évolution de la maladie. Ici, il est très important de souligner que les diagnostics, les diagnostics en fait d'un cancer colorectal, vous voyez, ou bien pour mettre en évidence ces cancers, il convient à signaler que l'anoscopie a une place très importante, qu'elle soit basse ou haute, parce que quand vous faites l'endoscopie digestive, ça vous permet d'objectiver les polypes coliques ou bien gastriques, et vous pouvez faire des biopsies. D'abord, vous réséquez et vous faites des biopsies. L'anapathe peut bien étudier ces morceaux, vous voyez, pour dire s'il s'agit d'un processus cancéreux ou non. Donc, comprenez que la biopsie est le gold standard. La biopsie donne le diagnostic de certitude et permet d'identifier la différenciation tumorale. Vous voyez. Alors, il est aussi très important de faire ce qu'on appelle les bilans d'extension. Cette bilan d'extension doit être systématique, vous voyez, donc il faut faire un examen complet, rechercher des antécédents familiaux, faire un bilan biologique, la numération de la formule sanguine, le bilan hépatique, les dosages toujours, surtout de l'ACE. C'est un marqueur tumoral très important, je parlerai de ça plus tard. La colonoscopie complète, elle est très importante dans un cadre d'un bilan systématique et l'échographie abdominale et la radiographie pulmonaire, que ce soit des faces ou des profils, vous voyez. Et il y a également l'écho-endoscopie rectale pour juger de l'évancement des ganglions. On peut demander un scanner euh, hépatique si l'échographie n'est pas satisfaisante, sans oublier l'examen complémentaire. Oui, donc c'est très important de toujours faire un bilan d'extension. Et si vous comprenez que par rapport au site et la fréquence en fait des métastases de ces cancers colorectal, l'organe qui occupe la première place, c'est les foies. Oui, avec 37%. Donc la plupart des sites en fait du développement des métastases en fait liées à ces cancers colorectal, c'est voir beaucoup plus au niveau hépatique, suivi du poumon, niveau rétro-péritonéal et au niveau des os. Donc, les surrénales surviennent en dernier lieu. Donc, voilà, il est très important de classifier les cancers colorectaux. Je parlerai de la classification TNM, mais ici, la classification d'Adler-Colère, donc d'être modifiée, c'est très important de pouvoir les classifier ainsi. Pourquoi? Parce que si vous êtes, par exemple, au niveau du stade A, cela montre que vous avez une atteinte qui intéresse la mycèse et la sous-mycèse. Mais par contre, au stade B, hein, au stade B, l'atteinte dépasse déjà en fait la musculaise. Et au stade BD, vous voyez l'atteinte au niveau musculaise, mais avec la sous-cérèse ou bien la cérèse peuvent aussi être touchées. Vous voyez, à partir de C1, CD, vous voyez, C1, CD, vous avez des envahissements ganglionnaires. D'ailleurs, c'est l'un des éléments de mauvais pronostic si vous avez un envahissement au niveau des ganglions. Déjà, si vous êtes au stade D, vous avez des métastases qui peuvent toucher par-ci par-là. Donc, c'est ce que je viens de dire.
Donc, par rapport à la fameuse classification des TNM, ici, donc N veut dire pas des métastases ganglionnaires, NX, il y a les ganglions non évalués. Donc, comme vous le savez, donc, pour ne pas répéter tout ça, mais il est très important de pouvoir faire l'examen d'au moins 12 ganglions régionaux. C'est une recommandation de faire l'examen d'au moins, d'évaluer 12 ganglions régionaux, vous voyez, et un minimum de 8 est nécessaire à l'évaluation correcte du statut ganglionnaire. Donc voilà, si on essaie un peu de correspondre en fait la classification d'Asler-Colère à la classification, à la fameuse classification TNM, vous voyez, donc ça nous permet d'avoir quatre stades. Il y a le stade 0, le stade 1, le stade 2, le stade 3 et le stade 4. Donc correspondant en fait par rapport à la classification TNM et d'Asler-Colère. Donc c'est la même chose. Alors, par rapport aux facteurs pronostiques majeurs, il convient de signaler que ça dépend en fait du degré d'envahissement transpariétal. Tout de là, je viens de vous dire que si l'envahissement au niveau des ganglions, le pronostic est très mauvais. Donc, c'est important de pouvoir les signaler. Et par rapport au nombre de ganglions envahis, déjà, ça peut être plus de 4 ganglions, ça c'est un mauvais pronostic. L'existence des métastases, déjà ça aussi, c'est un mauvais pronostic, quoi. Sans oublier le marqueur tumoral ACE, qui, si c'est très élevé, ça montre déjà que le pronostic est très mauvais. Donc, voilà. Autres facteurs sont là. Donc, je vous donnerai le document pour lire. Euh, et voilà, c'est ce que je viens de dire. Alors, qu'en est-il du traitement? Il est très important à signaler que ici, la thématique en fait de mon exposé était la prise en charge des cancers colorectal chez les personnes âgées. C'est important, pourquoi? Parce que cette prise en charge n'est pas similaire lorsque vous êtes en face d'un patient jeune. Vous voyez? Pourquoi? Parce que sur ce tableau, cette figure, j'ai mis les sujets jeunes et les sujets, bon, j'ai oublié même de mentionner là les sujets âgés. Vous voyez? Considérez que au-dessus, hein, vous avez les CG âgés et en bas, nous avons les CG jeunes. Donc, la maladie maligne, c'est ce qu'on appelle les cancers. Alors, face à si vous avez soupçonné, vous avez posé le diagnostic en fait d'un cancer colorectal, pour traiter en fait ces cancers, tenez compte des différentes caractéristiques de votre patient. Si vous êtes en face d'un patient jeune, je suis en bas, vous comprenez qu'il n'y a pas assez de caractéristiques qui peuvent vous conditionner à instaurer un traitement. Par contre, si vous êtes en face d'un patient âgé, il est très important à définir les différentes caractéristiques du patient. Pourquoi? Parce que cela conditionne sa prise en charge. Alors, les traitements du cancer colorectal chez les personnes âgées est très complexe. Alors, cette complexité est due à quoi? Premièrement, par rapport à l'âge. Il est très important de savoir que l'âge, les personnes âgées, non, puisque nous grandissons en âge, puisque la plupart des organes vieillissent, vous voyez, et on devient tellement susceptible à beaucoup de choses. Vous voyez, donc une personne âgée ne peut pas être similaire à une personne jeune. Vous voyez, parce que là, la plupart des organes sont vieillis et les risques de toxicité est tellement important. Là, je parle par rapport au l'âge et j'ai fait allusion au vieillissement. Vous voyez? Deuxièmement, l'état cognitif d'un patient âgé et d'un patient jeune est totalement différent. Vous voyez? C'est très important. La dépression, la plupart des patients âgés sont tellement déprimés, ont une perte d'équilibre, ce qui fait que la plupart des patients âgés font des suites à répétition, perdent souvent l'autonomie, donc il y a un état fonctionnel qui est perdu, et il y a des comorbidités polymédication, vous voyez, donc les médicaments que vous pouvez donner à un jeune, à une dose, genre par exemple, vous donnez par exemple un médicament à une dose par exemple, de 5-10 mg, cette dose-là,
pour ces patients jeunes, là, c'est quand même suffisant. Mais si vous le donnez à un patient âgé, vous comprenez que le risque est très important. Parce que, étant donné que l'évêchement des organes, les foies, les métabolismes diminuent, ce qui fait que ces patients courent beaucoup de risques, en fait, à des effets secondaires indésirables à ces médicaments. Alors voilà, compte tenu de tous ces éléments, vous voyez, liés à l'âge, des comorbidités, etc., il y a un modèle de décision thérapeutique en oncogériatrie. Cela veut dire quoi? Avant d'instaurer un traitement face à un cas de cancer chez une personne âgée, il est très important d'abord de voir les pronostics défavorables et les risques de toxicité. Cela veut dire quoi? Quand je parle de pronostics défavorables, euh, en fait, il est très important à savoir que les pronostics défavorables est lié donc par rapport aux premiers, les premiers, la première, je dis comment, les premiers carreaux là, faire au moins les traitements standards. Vous voyez, si les pronostics est défavorable, il est recommandé de faire un traitement standard. Vous voyez, pourquoi? Parce que il y a perte en fait des chances. Quand j'ai parle des pronostics défavorables, vous avez par exemple en face d'un malade tellement vieilli, vous voyez, une personne âgée, ici, les pronostics est défavorable. Et il convient de sceller que la perte en fait des chances est très importante pour guérir, bien soulager ces patients. Mais par contre, en rapport avec la diminution des traitements, si le risque de toxicité est très important, le traitement est inutile. Donc, pas la peine de faire un traitement standard. Il faut par contre diminuer ces traitements. Vous voyez? Donc, par rapport à ces décisions thérapeutiques, disais-je, nous avons des étapes. La première étape, c'est d'évaluer la maladie. La deuxième étape, c'est d'évaluer les comorbidités. Donc, quand je parle de comorbidité, vous êtes en face d'un patient cancéreux, savoir est-ce qu'il y a des maladies qu'on appelle des comorbidités qui peuvent encore aggraver l'état de votre malade. Si, par exemple, vous initiez ces traitements, est-ce qu'il y aura des bénéfices? Oui, déjà, ces comorbidités peuvent proscrire ou bien éviter ce que vous puissiez instaurer un traitement standard. Il y a des dysfonctions de certains organes. Je vous ai dit que avec l'âge, certains organes vieillissent, vous voyez, et avec l'âge, il y a une diminution en fait de l'absorption des médicaments, de la distribution de la pharmacocinétique, la pharmacodynamique est altérée. Vous voyez, donc c'est très important de pouvoir évaluer les comorbidités afin de juger par rapport de mise en place de ces traitements. Discuter également avec les patients ou la famille pour, avant d'instaurer ces traitements. Vous voyez, la tolérance émotionnelle est tellement difficile, d'où il est très important d'avoir une discussion. La prise toxique. Un patient qui est sous un traitement cancéré, il est très important d'éviter l'alcool, les tabacs, ainsi que quelques médicaments qui peuvent être très, très, très toxiques. Alors, il est très important à signaler qu'il y a peu d'essais cliniques par rapport au sujet âgé. Donc, pour rapport à ces traitements, peu d'études ont été menées et il y a peu d'inclusion des sujets âgés dans les essais cliniques, ce qui fait qu'aujourd'hui, la prise en charge oncologique des cancers colorectal n'est pas vraiment optimale. Vous voyez, pourquoi? Parce que les patients sont souvent sous-traités, la notion de toxicité. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir les signaler. Euh, Cette étude avait en fait, la médiane d'âge en fait clinique pour la mise en place en fait, de ce traitement ici. La médiane d'âge était des 64 ans. Vous voyez? Donc, c'est très important de savoir cet élément. Pourquoi? Parce que selon cette étude qui a été menée en France, la médiane d'âge pour instaurer un traitement anticancéré était de quoi? Était de 64. Alors, avant d'instaurer un traitement,
Voilà. Avant d'instaurer un traitement, il est très important. Donc voilà, par rapport à la décision en fait thérapeutique, il est très important à signaler que, il est très important, s'il vous plaît, j'ai perdu. Il est très important de signaler que il faut bien stadifier votre lésion. Est-ce qu'il s'agit d'un cancer colique, un cancer colique métastatique ou non métastatique, pardon? Alors, si vous avez un cancer colique non métastatique, la chirurgie a sa place, mais il faut évaluer les statiques ganglionnaires. Combien de ganglions sont touchés? Vous voyez? Donc, c'est très important. C'est très important. Je reviendrai sur ça très bientôt. Donc, on va en parler. Ici, je disais les cancers coliques non métastatiques, la chirurgie a sa place, mais qu'en est-il du statique ganglionnaire? Si vous avez une atteinte d'un ou des ganglions, on peut faire une chimiothérapie adjuvante. Vous voyez? Mais si vous êtes au stade zéro, vous voyez, il faut maintenant classifier par rapport à la tumeur. Vous voyez? Est-ce qu'il s'agit de T1, de TD, de T3, de T4? Si vous êtes en face, en fait, des T3, T4, bien T1, TD, il y a des propositions. Soit vous pouvez passer à une évaluation, en fait, par rapport à la tumeur. Est-ce qu'elle est différenciée ou bien peu différenciée? Voyez, si vous avez atteint de moins de 12 ganglions examinés, envahissement vasculaire ou bien périné, hein, de périnervé, ça dépend. Soit si vous avez moins de 12 ganglions, vous voyez, vous faites la surveillance. Mais par contre, si les nombres de ganglions touchés sont au-delà des 12, on peut soit surveiller ou mettre une chimiothérapie adjuvante. C'est très important de signaler cela. Alors, euh, pour les traitements chirurgicaux, comme je vous ai dit, si vous avez un cancer colorectal bien colique non métastatique, vous voyez, vous pouvez faire la chirurgie. Pourquoi? Parce que quand la chirurgie est faite, il y a moins de risques qu'il y ait des complications. Mais si vous avez déjà des métastases, même si vous faisiez en fait votre chirurgie, les risques de récidive étaient très importants. Alors, toujours faire le bilan d'opérabilité. Si vous avez décidé de faire la chirurgie, il faut faire le bilan d'opérabilité. Vous voyez, c'est très important. Alors, la chirurgie ici dépend en fait du segment touché. Si vous êtes au niveau du côlon droit, on fera ce qu'on appelle l'hémicolectomie droite avec anastomose iliotransverse. Mais par contre, si le cancer se situe au niveau du sigmoïde et du côlon gauche, on fera ce qu'on appelle une colectomie segmentaire avec des anastomoses colorectales. Mais par contre, si la tumeur se retrouve entre les rectums et les côlons sigmoïdes, donc au niveau de la jonction recto-sigmoïdienne, on fera une résection avec anastomose colorectale. C'est très important, c'est que l'exérèse du cancer avec une marge distale et proximale d'au moins 5 cm est très, 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 très capitale. Pourquoi? Parce que une marge circonflexionnelle saine et une exérèse en bloc méso-colon atténant avec réparage du pédicule, parce qu'il permet de bien faire votre travail et puis d'éviter plusieurs risques qui peuvent survenir plus tard. Donc, je vous ai dit, il faut au moins avoir une marge saine, distale et proximale d'au moins 5 cm. Donc, vous avez une lésion, vous calculez 5 cm avant cette lésion et 5 cm après cette lésion, vous tracez une marge circonférentielle. C'est à ce niveau-là que vous allez faire votre exérèse en bloc du mésocolon avec repérage du pédicule vasculaire. Alors, l'examen, comme je vous ai dit au départ, doit au moins évaluer au minimum 12 ganglions. Vous voyez, donc c'est ce qui est recommandé. Mais si vous avez quand même atteint 8 ganglions, comme je vous ai dit précédemment,
C'est aussi un élément très important. En cas de doute sur l'existence de métastases hépatiques, faire une échographie opératoire, cela est très, très, très capital pour vous aider. Alors, ici, nous sommes en face, en fait, d'un cancer colique non métastatique au stade D. Vous voyez, vous avez T3, T4, N0 et la lésion est en fait sous la cerise, vous voyez, et où ça dépasse. Il y a des modalités. Les risques peuvent être soit élevés, des récidives, les risques peuvent être faibles. Vous voyez? Alors, les risques élevés des récidives, si vous êtes en phase de tumeurs peu différenciées, vous voyez la présence d'emboles veinés, périnervés et lymphatiques, avec analyse de moins de 12 ganglions. Vous avez une perforation et pour certaines occlusions révélatrices, ici, la chimiothérapie peut être proposée aux patients qui n'ont pas de comorbidité, vous voyez, et qui ont un bon état. Et le protocole qu'on utilise beaucoup plus, c'est LV5 fluorouracil ou bien vous pouvez employer le Folfox. C'est très important. Je voulais dire ceci. Si le risque de récidive est élevé, je vous ai donné les différentes situations où on peut avoir un risque de récidive élevé. Ici, la référence, c'est de faire quoi? D'instaurer une chimiothérapie adjuvante, vous voyez, qui est faite de LV5-fluorouracil-D ou faites le Folfox. Mais par contre, si vous avez un risque faible ou modéré de récidive, donc c'est-à-dire que vous avez une tumeur bien différenciée ou bien moyennement différenciée déjà au T3, vous avez l'absence d'embole veinée ou périveinée, voire lymphatique, avec une analyse de plus de 12 ganglions. Vous voyez, il n'y a pas de perforation. Là, on ne fait pas une chimiothérapie adjuvante. On peut bel et bien faire une chirurgie. Donc, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à l'évaluation du risque. Voilà. Les stades 3, je vous ai dit que par rapport à la classification TNM et l'autre classification, c'est ce qui nous a permis de pouvoir avoir trois stades de l'évolution du cancer, stade 0 jusqu'au stade 4. Mais déjà au stade 3, vous avez un envahissement ganglionnaire. Vous voyez, ici, la proposition, c'est de faire une chimiothérapie post-opératoire par Folfox administrée pendant 6 mois et commencer si possible avant le 42e jour post-opératoire. J'espère que vous avez compris. Et par rapport euh, à l'oxaliplatine, vous voyez, qui est un traitement qui donne également des effets escomptés, bien des résultats escomptés. Mais si vous avez en fait, vous avez instauré ces traitements et que après, vous remarquez en fait l'apparition d'une neuropathie des grades D persistante, notamment en fait des paresthésies douloureuses persistantes entre des cycles, il faut arrêter d'emblée l'administration de l'oxaliplatine. C'est très, très, très important. Donc, c'est une recommandation d'arrêt du traitement lorsque vous êtes en face d'un patient, c'est qui vous avez administré de l'oxaliplatine et qui développe des neuropathies des grades 2. Oui, voilà. Ici, en ce qui concerne la chimiothérapie adjuvante chez les sujets et les sujets âgés, les essais cliniques montrent qu'un sujet ayant peu de comorbidité va autant bénéficier qu'un patient plus jeune d'une chimiothérapie adjuvante avec 5 fluorouracil et puis la capecitabine, voire Folfox. Donc, ce sont ces essais qui ont montré que ces sujets âgés avec peu de comorbidité peuvent bénéficier en fait de ces traitements, cette chimiothérapie, mais il est très important de tenir compte des toxicités qui sont liées à 5 fluorouracil et à la capecitabine. Donc voilà, il n'y a pas d'aggravation de la neurotoxicité avec l'oxaliplatine sur les sujets âgés.
Alors, toujours, maintenant, en rapport avec les cancers coliques avec des métastases, stade 4, toujours discuter de l'option chirurgicale. Vous voyez, est-ce que la tumeur est primitive? Est-ce qu'il y a des métastases hépatiques qui peuvent être réséquées directement ou après une chimiothérapie première? La chirurgie à visée palliative. Donc voilà, ici, les choix de la chimiothérapie de première ligne est très importante. Pas besoin de faire la chirurgie. Donc, ici, par rapport au niveau des difficultés de résécabilité et des critères carcinologiques pronostiques péjoratifs, nous avons dans la résécabilité des classes D, bien des classes IN. Donc, je vous ai dit, donc ça dépend. Si vous êtes en face d'une si vous êtes en face d'une résécabilité des classes D, la possibilité de faire une hépatectomie complexe ou très large, vous voyez, requérant une procédure difficile, voire risquée. Vous voyez, par exemple, si vous faites une hépatectomie centrale sous exclusion vasculaire, vous voyez, on peut faire une hépatectomie droite élargie, voire une reconstruction vasculaire. Mais par contre, à la résécabilité, si elle est impossible, vous voyez, donc quand est-ce que cette résécabilité sera impossible? Lorsque vous avez une atteinte des deux pédicules portaux, vous avez atteinte d'un pédicule portal ou vous avez l'atteinte de la veine cis-hépatique centrolatérale avec atteinte de veine cis-hépatique. Vous voyez? Donc, c'est vraiment très important de pouvoir signaler cet élément parce que lorsque vous avez atteint des deux pédicules portaux, pas besoin de faire des résécabilités. Voilà le fameux schéma du cancer colorectal métastatique des premières lignes. Vous voyez? Euh, Si la tumeur est résécable, donc nous sommes dans la classe INO, le schéma est là, Firefox, vous voyez, et voilà. Et si vous êtes en face de classe D, donc résécable, on peut mettre une chimiothérapie à base de Folfiri, Folfox, Dialox, etc. Donc on peut toujours évaluer par rapport au risque de toxicité. Oui. Ici, vous êtes en face d'une tumeur qui ne peut pas être réséquée. Oui, il y a les différents schémas, qui peut être une monochimie, bichimiothérapie, bien plurichimiothérapie. Donc, et voilà. Ça, c'est le fameux mécanisme, des différentes voies qui peuvent expliquer en fait le cancer coloré, des mécanismes par lesquels le, la mutation de certains gènes pouvant aboutir à la thymocarcinogénèse, ce que nous venons de parler récemment. Donc, mais ici, l'élément le plus important à signaler que vous avez le RAS. Les RAS, c'est vraiment euh, l'une des molécules impliquées, vous voyez, dans la carcinogénèse du cancer colorectal. Et même dans le traitement, on en tiendra compte. Donc, j'ai toujours la même chose, c'est ce que je viens de parler. Euh, et voilà. Alors, par facteur prédictif des réponses euh, aux anticancéreux que vous donnez, si vous avez CRAS, non, je vous ai parlé, ce sont des gènes en fait codant pour des protéines suppresseuses de, de mutation en fait. Alors, si vous avez un CRAS qui est muté, vous voyez, inférieur à 1%, vous voyez, il y a des réponses objectives qu'il faut beaucoup plus évaluer. Mais si vous avez un CRAS wild type qui est muté, vous voyez, la progression de la maladie est de 35 à 45%. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir signaler cela parce que cela tient compte de votre traitement. Alors, par rapport à la chimiothérapie en première ligne, je vous ai parlé en fait des sujets âgés. Si vous êtes en face d'un patient âgé qui a un cancer colorectal non métastatique, je vous ai dit que euh, il faut discuter des moyens de l'opérabilité. Vous voyez, c'est très important. Mais
Chez les sujets âgés, une chimiothérapie en première ligne métastatique, on peut mettre une polychimiothérapie qui est généralement plus efficace par rapport à la monothérapie. Oui. Alors, il est toujours important de commencer d'envisager les FOLFOX, vous voyez, ou bien les FOLFIRI en première ligne. On peut associer avec les biomarqueurs, les cetuximab, lorsque vous avez en face d'un patient qui a un statut de KIRAS limité, vous voyez. Mais euh, c'est 20 à 30% des patients, la chimiothérapie des deuxième ligne, en fait, ne marche pas. Ne marche pas. Donc, c'est ainsi qu'il est conseillé, lorsque vous êtes en face d'un patient âgé avec une tumeur non métastatique, la première option, c'est d'envisager une chimiothérapie de première ligne qui est faite des FOLFOX sur les FOLFIRI, pas ajouter avec les biomarqueurs que je vous ai dit, donc des cetuximab. Vous voyez. On peut l'alterner avec les Zelox. Vous voyez, c'est l'alternative du FOLFOX. Donc, si vous avez les FOLFIRI, vous pouvez donner en première ligne. Mais si vous n'avez pas les FOLFIRI, donnez les FOLFOX. Mais si les FOLFOX manquent, vous faites les schémas des Zelox. Vous voyez? Mais les schémas des Xeliri a une toxicité très, très, très importante. Vous voyez? Donc, alors, afin d'améliorer la tolérance de ces chimiothérapies, les scientifiques ont mis en évidence certaines molécules, des bio, euh, des traitements moléculaires, donc des BKC-Jimab, Cetuximab, etc. Donc voilà, les récidives, c'est vraiment très important de pouvoir évaluer aussi les récidives par rapport au traitement, donc, après une chirurgie, les récidives qui peuvent survenir. Alors, ça dépend en fait du site. Si euh, euh, vous avez un cancer au niveau du foie, les récidives, en fait, est très important si vous vous retrouvez en face des adénopathies périphériques. Vous voyez, c'est des 33% contre 4% des métastases atteignant des adénopathies périphériques. Et selon toujours les sites, si l'atteinte initiale est le côlon, vous voyez, les risques de récidive est moins important euh, euh, par rapport au rectum, où vous avez un risque de récidive élevé à 52%. Donc voilà, il est très important à faire ce qu'on appelle la surveillance. Une proposition de surveillance d'un cancer du côlon du stade 0 dans les 5 ans qui suivent l'exérèse à visée curative est très, très importante. Vous voyez, il faut toujours évaluer la clinique de votre patient tous les 3 mois pendant les 2 premières années, puis tous les 6 mois pendant 3 ans. La colonoscopie à 1 an, selon les résultats, peut faire l'affaire. Alors, il est très important, ce que je viens de signaler, que la surveillance post-chirurgie, votre traitement chirurgical est très important. Oui, ici, il faut toujours faire un examen clinique tous les 3 mois pendant 2 ans, puis tous les 6 mois pendant 3 ans. Je viens d'inciter sur la coloscopie à 1 an, puis selon les résultats, l'échographie hépatique tous les 3 mois pendant 2 ans, puis tous les 6 mois. Là, j'ai oublié la radiographie du thorax tous les ans jusqu'à 5 ans pour exclure certaines lésions pouvant toucher d'autres organes. Donc voilà, c'est ici que je mets, je mets à terme cet exposé sur les cancers colorectales, où j'ai beaucoup plus insisté sur les cancers coliques et les cancers intéressant la première portion, donc le haut rectum et donc le haut rectum essentiellement, les bas rectum et le moyen ne sont pas explorés tout au long de cet exposé. Voilà, là, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, vous avez des préoccupations par rapport à cette thématique, par rapport à ce que j'ai dit,
N'hésitez pas à me poser une question. J'active vos différents micros. Voilà, à vous la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Oui, à vous. Si vous avez une question, vous pouvez parler. Ah, oui, je ne sais pas si c'est Merci, quelqu'un. docteur, pour l'exposé. C'est docteur Cédric. Oui, docteur Alors, vous Cédric. m'entendez? Oui, oui. Merci d'abord pour l'exposé. Et j'aimerais savoir quelle est la place du phénotype de l'instabilité des microsatellites et les implications thérapeutiques dans les cancers colorectaux. Et je me dis, donc, il n'y a pas moyen de recourir au score de G8 avant d'instaurer toute chimiothérapie chez une personne âgée. Le score de G8 ne veut pas nous servir à faire quelque chose quand il s'agit des patients âgés, on recourt toujours au score de G8 avant d'installer toute chimiothérapie. Est-ce important qu'on puisse recourir à ces scores-là de G8 ou soit on ne prend pas en compte les scores de G8? Merci beaucoup. OK, une très bonne question. Euh, OK. À part ça, est-ce qu'il y a des questions? Pas vraiment une question, mais peut-être un commentaire, si vous permettez. Oui, docteur. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Anissé. Je ne sais pas si je suis en train d'intervenir à partir d'Afrique du Sud. Euh, je vous dis grand merci. Je suis tombé comme par hasard sur votre exposé. Juste une minute avant que vous puissiez commencer, je me suis dit, bon, je me connecte si jamais le temps me permet. Je voulais juste faire un petit commentaire. Je suis chirurgien. Je suis chirurgien et je vois, c'est un dossier, un topic très important, mais je vois ça sur le plan chirurgical aussi, avec peut-être un petit commentaire si vous permettez. Oui, Voilà. Merci beaucoup pour un exposé très important. Je vais juste essayer de gagner le temps. Cancer colorectal, vous avez bien dit, vous vous limitez au côlon. Je comprends, vous avez bien donné tout ce qu'il faut, tous les détails. Je voulais juste insister pour l'audience. Je sais pas l'audience, je sais pas. euh, je vais essayer de calibrer mon intervention selon peut-être l'audience. Le screening, c'est très important, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Le bladocalt, comme vous l'avez dit. Endoscopie, rien ne peut battre l'endoscopie. Quand je dis l'endoscopie, ça veut dire colonoscopie. Je voulais juste commenter vite. Il y a plusieurs examens, barium NMA, le CT, colonographie, le, le Chumamaka. Vous avez cité Chumamaka, par exemple, le ACE que je voudrais juste dire, peut-être corriger, enfin, pas corriger, juste commenter OK. ici que les tumamakas ne sont pas diagnostiques. On n'utilise pas les tumamakas pour les diagnostics. Les tumamakas ont leur place dans les follow-up, en post-thérapie, hein, pour suivre comment les malades évoluent, etc., 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 s'il y a récidive et qu'on sort. L'examen clé pour ça, c'est la colonoscopie. Tous les autres examens, CT scan, CT colonographie, ça vous donne les suspicions. Le barium NMA, ça vous donne les suspicions, mais ça ne vous donne pas le diagnostic. Comme vous l'avez bien dit, le diagnostic est histologique en fin de compte. Oui, Bon, ça, c'est juste un petit commentaire. Vite, je voulais aussi insister que le cancer colorectal, la chirurgie prend une très, très, très grande place parce que c'est la chirurgie qui a une intention curative. Bien sûr, nous ici, chez nous, nous travaillons en équipe. Nous avons les chirurgiens, les oncologistes, euh,
Et toute une équipe, les radiologues, les pathologistes aussi. Vous avez, quand on fait la chirurgie, je parle plus vers la chirurgie, j'ai entendu parler des margines de 5 cm, nombre de ganglions. Je voulais juste éclairer vite là, les amis, sur ceci. On a un cancer du côlon, quel que soit là où ça se trouve. C'est comme ascending colon, transverse colon, descending colon, etc., sigmoïde, etc. Les principes disent ceci. Vous devez adresser le cancer, la masse, à opérer de sorte que vous puissiez avoir free margin. Ça veut dire que les margins les margins ne doivent pas être entachés par le cancer. Et quand on parle de margin, on voit deux types de margin. Circumferential margin, circonférence, et longitudinal margin. Bon, avant, nous tous, on nous avait appris, on faisait les 5 cm, etc. Et si vous pouvez le faire, c'est mieux. Mais aujourd'hui, surtout vers le bas, là, quand on va vers le rectum, il n'y a pas beaucoup de... Vous n'allez pas facilement avoir les 5 cm. C'est pour cela, aujourd'hui comme aujourd'hui, on vous dit, même si vous avez 2 cm, 1 cm, pourvu que les margines soient free, soient libres de cancer. Ça, c'est plus pour nous les chirurgiens, on sait comment on s'y prend. Oui. Et la technique qu'on utilise pour harvest beaucoup de ganglions, n'est-ce pas? Disons, si c'est au left side, sigmoïde et consort, vous devez décider si vous faites comment je peux traduire, high ligation de inframesenteric artery ou bien low ligation. C'est quand vous faites le high ligation, parce que vous n'allez pas compter les ganglions comme ça, non. C'est votre technique qui va vous aider à récolter le plus de ganglions. Donc, vous ne saurez jamais les compter. C'est quand on a les spécimens avec free margin longitudinal et circonférentiel, et si vous faites, il y a une discussion entre les high ligation, ça veut dire vous prenez les inframesenteric artery à la base, là où ça vient directement de la aorte, ou bien vous laissez la branche là, vous le prenez en dessous après avoir donné le left colic artery. C'est ça qui fait la différence high ligation, ligation, si je peux dire, ligation de l'inférieur inframesenteric artery à la base de la aorte ou bien après avoir donné le left colic artery. Donc, il y a des considérations pour ça, ça vous aide à ramener votre proximal margin vers le distal et ça vous aide aussi à récolter le plus de ganglions. Maintenant, quand vous avez ces spécimens-là, vous amenez ces spécimens-là chez Prof. Leboise, en anapathe. Maintenant, il va analyser. C'est là où le chiffre de 12 vient là. On s'est rendu compte que les spécimens qui a des ganglions d'au moins 12, n'est-ce pas? 12 et au-delà. Et on fait l'analyse de tous ces ganglions-là. S'ils sont tous négatifs, et que si votre tumeur n'a pas d'autres facteurs aggravants, par exemple, le malade ne s'est pas présenté avec occlusion, le malade n'a pas eu une perforation, c'était un T2 lesion, un T2, lésion T2. Et vous avez eu plus que 12 ganglions, la chirurgie à elle seule peut suffire. C'est ça que je ne sais pas si je me fais comprendre, à elle peut suffire. Au fait, ça ramène à quoi? À savoir quelles sont les indications. Quand est-ce que la chirurgie à elle seule ne suffit pas? Parce que la chirurgie, c'est le cornerstone, hein, l'angle cornerstone de traitement de cancer colorectal. Maintenant, c'est savoir que cette chirurgie que j'ai faite, elle est suffit ou bien il faut y ajouter la chimio ou pas. Et quelle chimio? On va décider sur savoir la chimio qu'on amène. En général, quand j'enseigne, je dis, la chimio, il y en a, je vais dire en gros trois. Neoadjuvant, adjuvant and palliation. Neoadjuvant, c'est n'importe où, que ce soit dans le breast, dans le sein, que ce soit n'importe où. Vous donnez une chimiothérapie parce que la chirurgie primaire n'est pas facile pour que la tumeur diminue de size afin qu'elle soit opérable. Oui. Une chimio qui a comme
objectif, diminuer d'abord la taille pour, pour permettre la chirurgie qu'elle fasse sans problème. On appelle cette chimio-là néo-adjuvant. Alors, il y a une autre chimio, ce que vous appelez adjuvant. Ça veut dire que l'intention, c'est de traiter directement. Et il y a une chimio qu'on appelle palliation. Pour les malades qui sont au stade faux, etc., tout le stade faux, on ne sait pas, on sait qu'on ne va pas traiter, on ne va pas guérir, juste pallier peut-être la douleur, pallier, juste palliation. Maintenant, en matière de cette, pour revenir à ce que je disais, au fait, toute la question c'est quoi? Savoir si, quelles sont les indications de la chimio en matière de cancer colorectal. Parce que le traitement a un palier chirurgical qui est le cornerstone, qui est comment on dit, l'angle, hein, enfin, qui est le traitement principal. Est-ce que je dois ajouter la chimio ou pas? Maintenant, si votre malade s'est présenté avec occlusion, le malade avait une occlusion intestinale due à un cancer du côlon, ou bien le malade avait une perforation, ou bien quand j'ai fait la chirurgie, ça m'a donné moins de 12 ganglions. Ce malade-là, la chirurgie à elle seule ne suffit pas. Il faut ajouter la adjuvant. Maintenant, on ajoute quoi? Adjuvant thérapie. Adjuvant, ça veut dire quoi? À intention curative. Maintenant, si le malade se présente, par exemple, il est complet, euh, il n'est pas obstructed, il n'a pas d'obstruction. L'obstruction, on l'a définit sur deux plans, clinique et endoscopique. Il peut venir, il passe un peu de sel, mais quand je fais mon colonoscopie, je suis en mesure de dépasser le côlon, aller au-delà. Je me dis que la tumeur est peut-être endoscopiquement non obstructive. Et maintenant, c'est le prof Leboise qui va me dire maintenant les caractéristiques de la tumeur. Là. Si c'est une tumeur très agressive, peut différencier. Même si j'ai 12 ganglions, et même si mon malade était obstructed, la chimiothérapie est obligatoire. Donc, c'est juste un petit commentaire que je voulais aussi faire. Hein. Tout ce qui est chirurgical, je, je peux, je peux apporter ma petite contribution. Merci beaucoup. Oui, merci vraiment, merci beaucoup, docteur Anissette. Ça, c'est vraiment un détail, et ça nous va vraiment. Si on était au courant depuis longtemps que vous étiez là, on allait vous programmer même dans notre session pour apporter votre touche. Mais ce n'est pas la dernière, on fera de notre mieux de vous ajouter aussi pour les prochaines activités. Donc, juste après ça, vous avez nos numéros, non? Vous avez nos numéros du club? Non, je n'en sais rien. J'ai juste vu ça dans un groupe quelque part et je me suis connecté. Veuillez me donner, vous pouvez écrire dans les chats votre numéro. Euh, oui, je vais le Vous savez faire. comment on les fait, non? Oui, oui, je pense que oui. 0027. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que je voulais répondre à la question de d'autres médecins. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Comme il n'y a pas de question, je peux encore ajouter quelque chose? Oui, peut-être avant d'ajouter, je voulais répondre à ces médecins-là. Je ne sais pas il aura un ajout par rapport au score de G8, en fait. Je disais que, bon, j'ai joint hein, votre idée parce que c'est très important sur les personnes âgées de toujours faire une évaluation. Donc, et ces scores permettent en fait, d'avoir une idée sur les vulnérabilités gériatriques que chaque patient âgé peut présenter. Donc, déjà, par rapport à cette question, je trouve que c'est vraiment important et très nécessaire de commencer par une évaluation donc, gériatrique, donc score G8. Et déjà, si le score est inférieur à 14, donc on voit que les patients est très vulnérable et il faut encore faire une évaluation complète en fait gériatrique
afin Sim, bom. de mettre en évidence avant d'instaurer un traitement parce que la personne âgée est très, très fragile. Vous voyez, donc c'est vraiment, mais si le score est supérieur à 14, là on se dit peut-être les vulnérabilités sont moindres, sont significativement moindres. Là on peut voir plus loin. Docteur, est-ce que vous êtes là? La personne qui a posé la question. Oui. Je suis Allô? là. Oui, je suis là. Ah, je ne sais pas si vous avez un ajout par rapport à ce que je viens de dire. Non, c'est bien ce que vous avez dit. Et s'il fallait peut-être que j'ajoute quelque chose, je me dis, bon, moi, je suis un DS en cancérologie Côte d'Ivoire. J'ai fait la cancérologie. Ok. Euh, Si, par exemple, il fallait ajouter quelque chose, c'est peut-être par rapport au bilan d'extension. Et vous avez parlé du bilan d'extension. Et moi, je me dis, la 10e TAP a une place importante dans les bilans d'extension. Et puis, et concernant la biologie, les marqueurs tumoraux ont une valeur de référence pour le suivi. Entre autres, l'antigène carcino-embryologique que tu as demandé. En fait, c'est un marqueur qui nous permet d'avoir une valeur de référence dans les suivis d'un patient atteint d'un cancer d'un cancer colorectal. Et colorectal, bien sûr. Et par rapport aussi à autre chose, je me dis, le bilan d'extension va nous renseigner sur la recherche de métastases hépatiques. Donc, entre autres l'hépatomégalie, et on peut avoir aussi des métastases pleuropulmonaires, dont un syndrome d'épanchement pleural liquidien, un syndrome de condensation pulmonaire. Et la 10e étape va nous renseigner sur les métastases péritonéales. Et quand on a des métastases péritonéales, on peut avoir, par exemple, une acide nodule de carcinose. Et les nodules de carcinose, souvent, en cas d'un cancer colorectal, on peut avoir ça en cas d'acide. Et une fois que nous avons une acide importante, et là, on s'est dit que non, il y a une forte probabilité qu'on puisse avoir des métastases péritonéales. Et les ganglions de Troisier, c'est aussi un ganglion à rechercher. Et chez toutes les personnes atteintes d'un cancer digestif, on doit rechercher les ganglions de Troisier. Et les métastases osseuses, le point douloureux osseux à la palpation, c'est tout ce que moi je pouvais ajouter comme ajout. Bon, sinon, et apparemment, le docteur Anissé a carrément épinglé tout ce que non, on devait relever aussi comme détails et remarques. Merci aussi pour l'exposé. Merci, je vous remercie. D'accord. Merci. Merci vraiment beaucoup, docteur. Je vois que vous avez suivi avec une attention soutenue cet exposé. Et toutes vos remarques sont les bienvenues. Toutes vos contributions également sont les bienvenues. On en tiendra compte pour notre pratique de tous les jours et pour améliorer notre connaissance. J'espère que la plupart des participants ont aussi bénéficié. Docteur, vous aussi, s'il y a moyen de nous envoyer votre numéro, on peut vous insérer dans notre grand forum dans lequel nous discutons avec des professeurs de l'Université de Kinshasa et d'ailleurs. Hein, docteur, vous me rappelez votre nom et vous faites ça dans le chat de votre numéro. Bon, je vais vous laisser mon numéro là-bas. Merci. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? C'était prévu que le professeur Chimpi soit là. Il est très occupé. Le professeur Chimpi, c'est un gastro-entérologue, oncologue également, spécialiste en oncologie. Mais il a empêché, il n'a pas pu nous joindre. Je pense que la prochaine, on va organiser un webinaire qui va. Mais nous sommes déjà en préparation d'une grande activité sur les cancers, dans la prise en charge multidisciplinaire de cancer, donc dans notre pays. Donc, c'est une activité qui devrait avoir lieu au mois de février de cette année. Malheureusement, avec la situation de l'Est et tout, nous étions obligés de la reporter. Là, toutes les autorités m'ont déjà contacté pour prévoir la date et puis, donc, on peut toutefois vous intéresser à participer. Il y a déjà plus de 30 orateurs. Certains sont de l'extérieur, donc de l'étranger. Il y a même le prof Belmain, le docteur Caroline de gériatrie. Il y a vraiment plusieurs spécialistes en la matière. Toutes les disciplines seront
seront représentés. Donc, j'aimerais que ceux qui ont participé, je pense qu'il y a quand même des gens qui avaient déjà payé pour cette activité qui a été reportée. Et ça, c'est l'une des manières pour moi de vous communiquer que d'ici peu, donc peut-être le mois prochain vers la fin, nous allons tenir cette activité. Donc, sur l'affiche de cette activité, vous verrez nos numéros. Vous pouvez nous contacter pour vous ajouter dans le groupe d'information de la Cipson Grise. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. S'il n'y a pas de questions, nous sommes obligés d'interrompre, en fait, de mettre fin en fait, à cette réunion. Est-ce qu'il y a des questions, des préoccupations, des ajouts? Je peux dire un mot? Oui, docteur Anissette? Oui, Oui, merci beaucoup. C'est bien encouragé ce que vous faites. C'est juste pour sensibiliser encore je sensibilise encore. Le cancer du côlon, c'est avant qu'on disait c'était pour les vieux. Ce n'est plus le cas. Malheureusement, l'âge de détection devient de plus en plus moins. Aujourd'hui, comme aujourd'hui, dans le pays où nous sommes ici, par exemple, à 45 ans, celui qui a 45 ans doit avoir au moins son premier colonoscopie exactement. de référence. Si on est on est on a les facteurs de risque, enfin, même moins, même moins. Donc, à partir de 45 ans, ce n'est même plus 50, à partir de 45 ans. Autre chose que je voulais vite ajouter, c'est que ce cancer-là, il se présente sur le plan clinique, ça dépend aussi de sa location. Si c'est right colon ou bien left colon, nous divisons souvent ça comme ça pour aider à bien comprendre. Le cancer du right colon, ça veut dire c'est comme ascending colon, hepatic flexure. Comme vous voyez, le second est très grand. Mm. L'ascending colon, right colon, c'est très grand. Jusqu'au transfert là-bas, c'est très grand. Ces cancers-là se présentent rarement, très rarement des signes d'obstruction. Donc, n'attendez pas que le malade soit obstructed. Ne va pas être. Pour que le malade soit obstructed, il faut que le cancer soit très grand et très grand. Et les signes avec lesquels le cancer la présente, c'est l'anémie, microcytic anemia. Donc, quand un malade vient chez vous, 45 ans, 50, etc., avec microcytic anemia, anémie macrocytique, anémie macrocytique fébrile, là, entre autres, dans les bilans de wake-up d'anémie, please, souvenez-vous que le cancer de droite se présente avec l'anémie. Le malade ne va pas venir avec les signes d'obstruction. Par contre, le cancer de gauche, le côlon descendant, le sigmoïde, le calibre est très petit. Il suffit de 3-4 cm, ça commence à causer le problème de constipation. 2-3 cm de constipation, c'est en anglais on dit change of bowel habit. Ça veut dire le changement des habitudes intestinales, si je peux traduire ainsi. Donc, le malade va se présenter avec les constipations répétées des diarrhées pendant quelques mois. Donc, quand les malades commencent à venir à un certain âge, aujourd'hui, c'est diarrhée, constipation. Donc, dans le bilan des constipations, please, ajoutez la colonoscopie. Rien ne peut battre la colonoscopie, comme on l'a dit. Hein? Au moins, si on a une colonoscopie, la première colonoscopie d'aujourd'hui, si elle est négative, la deuxième colonoscopie, on en aura besoin seulement après 15-10 ans. Donc, en plus, pour la colonoscopie, j'ajoute directement que c'est un des examens endoscopiques très difficiles. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut examiner tous les côlons pour se rassurer on a fait une bonne colonoscopie. Tous les côlons, ça veut dire quoi? Anus, rectum, sigmoïde, left, transverse, right, jusqu'au sécom. Et je vous assure, retenez ce que je vous dis, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent au sécom. Et les gens qui sont dans la salle ne savent pas.
C'est facile de dire, j'ai trouvé cette lésion au niveau des transverses, au niveau du côlon gauche, côlon droit. Comment vous le savez? Quand on fait une endoscopie, colonoscopie, il n'y a que deux endroits où on est très sûr, 100% sûr. À l'entrée, en UCS rectum, et à la fin. À la fin, pourquoi? Celui qui vous fait une colonoscopie doit vous montrer l'appendice pour que vous rassurez, je suis arrivé à la fin. Doit vous montrer les aliocecal valves. C'est ça la fin du côlon. Dans les rectums, enfin dans les sécums, c'est ça les aliocecal valves. Au besoin, s'il est encore très expérimenté, il peut entrer dans les colonnes terminales, ce qui n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais quelqu'un doit être en mesure d'arriver à la fin. C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que nous parlons de colonoscopie, mais ça doit être fait par une main experte. Ce n'est pas un examen facile. Beaucoup de gens entrent là-bas et se termine quelque part. Ça, si quelqu'un a redemptant, sigmoïde, toutes les courbures là, ça c'est left courbure, right courbure, alors, n'est que dans les transverses là-bas. Et très peu de gens ont l'honnêteté de dire, ah, j'ai fait un examen incomplet. Donc, quand c'est incomplet, il faut avoir l'honnêteté. Ah, je n'ai pas pu arriver à la fin. Comment je dois examiner la partie du côlon qui reste? Peut-être utiliser le CT colonographie ou quoi là. Donc, c'est juste un petit mot que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher docteur, pour ces précieux. Si le professeur Chimp était là, il allait être vraiment très content. Vraiment, je ne sais pas, il n'y a pas assez de commentaires, mais nous sommes très contents. Nous sommes très contents. D'ailleurs, le professeur Chimpi, lui aussi, c'est l'un des gastroentérologues qui demande à ce que les examens, donc la gastro, la coloscopie, soient bien faits. Parce que lui, il a été formé en France pendant des années et il est parmi les gastroentérologues qui ne cessent de marquer son temps. Donc, je ferai de mon mieux pour vous mettre en contact pour bien avancer la science. Encore une fois de plus, je vous dis merci, docteur. Je vous intègre dans quelques minutes dans notre grand forum dans lequel il y a presque tous les profs de médecine, et aussi d'ailleurs, on peut continuer les séances des échanges là-bas et tout. Donc, encore une fois de plus, merci. La vidéo Zoom sera enregistrée et mise sur YouTube. Au revoir. Merci. Il y a des questions pour lesquelles je n'ai pas répondu, hein. Les amis, chers médecins, chers aînés, veuillez m'écrire, prenez le numéro qui est sur la fiche, vous m'écrivez sur WhatsApp, je vous ajoute dans les forums dans lesquels vous allez renvoyer vos questions. Comme ça, on va répondre avec nos aînés. Donc, je n'ai pas répondu à des questions, je vis ça à peine sur la conversation. Bon, voilà. Merci.